Plutarque, œuvre morale, tome 15, traité 72 sur les notions communes contre les stoïciens. Deux interlocuteurs, dont un anonyme, qualifié de compagnon par son partenaire, Diadouménos, brève intervention du partenaire. L'anonyme est implicitement présenté comme l'élève. Académiciens qui, depuis Arcésilas et Carnéade, ont multiplié les critiques contre les stoïciens qui attaquent l'académie. Les stoïciens sont des gens par ailleurs excellents. Ce sont les stoïciens qui mettent à mal les notions communes et non le contraire. La suspension du jugement prônée par Arcésilas et Carnéade est une attitude purement conservatoire qui entend préserver les chances de découvrir la vérité, qui n'interdit pas d'agir. Les stoïciens, en mettant à mal les notions communes, bafouent leurs propres idées. La psychologie matérialiste des stoïciens s'oppose radicalement au sens commun. Quelqu'un d'imparfait est laid d'un point de vue stoïcien, la beauté étant seulement réservée aux sages. L'amour a pour finalité la vertu. Il est conforme aux notions communes de parler d'accord avec la nature. Pour le sage, tout souvenir sûr et stable coïncide par là même avec la science et avec un grand bien, voire le plus grand. Le plus grand bien est de l'invariabilité et la fermeté dans les jugements. Pour les stoïciens, la prestance physique et la santé n'apportent ni utilité ni avantage en vue du bonheur, troquant la prudence contre la santé. De même qu'il est nécessaire pour obtenir certaines propriétés médicinales de recourir à du venin de serpent. Ainsi, la méchanceté de Mélétos est appropriée de manière spécifique à la justice de Socrate. Il découle qu'entre le vrai et le faux, il n'y a pas de milieu. Tandis qu'entre les biens et les maux, il y a ce qui est indifférent. L'apparition du mal est une nécessité absolue de la nature. Le fruit de l'amitié, telle est la fin à laquelle aboutissent les vertus des sages par les profits communs qu'ils en retirent. Aristote radotait quand il professait que les hommes reçoivent des profits des dieux, de leurs parents, de leurs professeurs, sans rien savoir de l'admirable profit que les sages reçoivent les uns des autres par les mouvements qu'ils accomplissent en conformité avec la vertu. D'une manière générale, tous les hommes conçoivent le bien comme ce qui réjouit. La fin consiste à sélectionner et à se saisir de ces choses selon la prudence. Le Portique dit que les jeunes gens sont laids car ils sont sans valeur morale et insensés, tandis que les sages sont beaux. Mais parmi ces gens beaux, aucun fait l'objet d'amour, ni mérite d'être aimé. Attachement des sages aux jeunes gens, nul ne conçoit le tout comme incomplet puisqu'il ne lui manque aucune partie. Une autre thèse est que la semence est plus étendue et plus grande que ce qui est engendré par elle. Dogme de la divisibilité infinie de la matière des stoïciens, affirmant que rien n'est en contact avec rien. C'est dans la mesure où les corps ont contact les uns avec les autres qu'ils peuvent subir pression, compression et écrasement les uns par les autres. En affirmant le temps était et le temps sera, on détruit l'affirmation le temps est, ou bien on dit qu'il y a un temps présent que maintenant se divise entre avant et après, si bien que maintenant se confond avec ce qui n'est pas encore et ce qui ne l'est plus. Bon nombre d'extravagances qui contredit la notion doctrine stoïcienne de la corporéité de toutes les dispositions morales et mentales de l'âme, dogme de l'école de la nature corporelle de l'âme, principe selon lequel seul un corps est susceptible d'agir et de pâtir. Les stoïciens eux-mêmes reconnaissaient que Chrysippe avait souvent défendu des thèses contraires à celles de son école avec une vigueur pouvant faire douter de sa véritable pensée.
La doctrine stoïcienne contredit à tout moment les notions communes sur lesquelles elle prétend s'appuyer. Violence à la notion commune en reconnaissant que l'homme sensé et raisonnable n'accorde pas la même valeur à des biens d'égale valeur. Les stoïciens s'opposent à Aristote pour qui le bonheur ne peut exister seulement dans un temps limité, mais doit s'étendre à toute la vie et jusqu'à la dernière. Pour les stoïciens, les progressants se situent entre le sage et l'insensé, évolution de celui qui aspire à la vertu et chemine vers elle. Si Socrate est le juste par excellence, son accusateur Mélétos incarne tout naturellement l'extrême immoralité. Périclès est présenté comme le type d'homme qui ne se laisse pas dominer par les passions et dont le pouvoir repose sur une authentique vertu. Cléon se distingue par une impudence sans limite. Héraclès symbolise la force et la noblesse d'âme. Sans le mal moral, il n'y aurait pas non plus de bien. La prospérité ou le bonheur du méchant est un thème courant dans la pensée antique auquel s'oppose le dogme stoïcien, identifiant bonheur et vertu, malheur et perversité. La prudence est toujours définie comme science des biens. Tous les sages de la terre bénéficient du moindre geste d'un seul d'entre eux, où qu'ils se retrouvent. Mépris des dieux et superstition sont des attitudes proches l'une de l'autre, idée stoïcienne que le bien moral est ce qui rend heureux. La fin consiste pour chacun à faire tout ce qui dépend de lui. Comment ne serait-il pas absurde de dire que la vertu ne se réfère à rien d'autre qu'à l'acte même de sélectionner? L'archer ne s'intéresse pas au résultat de son tir, mais à la maîtrise technique dont il fait preuve sans attacher d'importance à sa propre réussite. Le sage est le seul qui mérite d'être armé et aimé. L'enseignement stoïcien détourne l'homme des choses indifférentes, faussement considérées comme des biens, pour le conduire vers ce qui est vraiment approprié à sa nature. Le rôle de la dialectique exploite et préserve l'instrument irremplaçable dont on a pourvu la nature pour nous mettre en état d'appréhender la vérité. Expérience commune qui rassemble les notions, critères de vérité, filtre. Science des choses vraies et fausses et de celles qui ne sont ni vraies ni fausses. La dialectique garantit la validité des notions communes. L'immortalité est indissociable de la notion du divin, idée platonicienne que la divinité n'est pas susceptible de se transformer. La providence est indissociable de la notion du divin. La conflagration transforme le monde en semence du monde nouveau qui va naître. Cette transformation s'accompagne d'une forte expansion. Le présent est conçu comme une limite ponctuelle et intemporelle entre passé et futur. Pour un stoïcien, la nature ne saurait être affectée par le temps, car c'est un incorporel et seuls les corps peuvent agir et pâtir. L'idée de l'éternité de la matière est attribuée à Zénon. Le corps, dit du fœtus encore dépourvu d'âme, qui sous l'effet de l'air froid exposé à la naissance, fait passer le souffle vital de l'état végétatif à l'état psychique, Démosthène. Cronenberg suggère que le souffle intérieur de l'âme se mêle au souffle extérieur fourni par la respiration. Merci.